Il est exactement midi 7 minutes. Vous écoutez encore RTCI, encore le tour de midi où on a le plaisir, l'honneur de recevoir le réalisateur Alaeddine Slim accompagné de sa comédienne Sonia Zargayouna et qui viennent nous parler d'un film qui vient de sortir. C'est votre troisième film et qui s'intitule Agora. Bonjour Alaeddine Slim. Bonjour. Alors, c'est votre troisième long métrage. Voilà, on ne sait pas trop le décrire. Alors, je vais poser une question très simple. Alors, d'où vous est venue l'idée de ce sujet? Et d'ailleurs, qu'il est difficile de définir. C'est venu après. C'est venu à la fin d'un cycle personnel par rapport à ma pratique cinématographique. Et voilà, je voulais faire revenir quelques personnages de mes précédents films. Et petit à petit, l'idée s'est construite et ça s'est formé comme ce film. Et en fait, il n'y a pas de comédien qui était dans d'autres films. Pas c'est plus l'équipe technique. Il y a l'équipe technique, il y a aussi des figures, des personnages qui ne sont pas tout à fait les mêmes des autres films, mais qui peuvent nous rappeler ces autres films. Par exemple, parmi les trois revenants, parce que le film il parle, essentiellement c'est l'histoire de trois revenants qui ont disparu dans des conditions inexplicables et qui reviennent après un moment dans des circonstances inexplicables aussi. Et ces revenants-là, ils font référence, par exemple, la revenante, la femme qui sort de la mer. De la mer, oui. Elle fait référence au personnage de N dans mon premier long métrage. De The Last of Us. De Last of Us, mais c'est pas le même. On dirait, c'est une cousine ou un autre angle par rapport à ce personnage. Celui de l'égorgé Mabrouk dans Agora. On a parlé de lui à un moment dans Clams, mon deuxième film, et du coup je voulais faire revenir quelque part ces personnages-là, et voilà, c'est ce que moi m'intéresse, c'est les corps perdus et disparus qu'on ne retrouve pas. C'est ça cette idée-là m'habite depuis mes premiers films, voilà. Oui, pour ceux qui ont vu les courts-métrages qui sont quand même assez extraordinaires, vous avez commencé au début des années 2000, 2010 c'était 2006, 2007. 2006. Après mes études, 2006, 2007. Et vous êtes aussi fidèle à votre producteur qui se balade dans le film. Oui, Shawki, oui. Shawki et Exit Prod. Oui, c'est ma société aussi. D'accord. Shawki, c'est mon plus ancien ami parmi les vivants. Et du coup, il m'a accompagné dans tous mes films, dans la prod, et j'aime bien l'intégrer dans les images du film, voilà. Jouer un petit peu avec lui. Alors, il y a moi personnellement. Parler que de ma lecture de ce film, parce que moi, en le regardant, je me suis dit qu'il a le même principe que la poésie. C'est-à-dire qu'il dit beaucoup de choses sans les dire réellement de manière ouverte, mais directe. Il n'est pas didactique, il n'est pas là pour moraliser, il est observateur. Je conçois mes films comme des propositions pour des voyages. C'est plutôt, il faut pas trop chercher à comprendre, même si on peut comprendre. Le film, il n'est pas aussi compliqué dans sa première lecture. Mais plutôt, je suis intéressé de proposer des expériences, que ça soit sensoriel. En tout cas, c'est le cinéma qui m'intéresse et pour le moment. C'est l'image. C'est l'image et le son aussi. Oui, et le son. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure le son. Il faudra juste sentir ça. Sentir le film, voilà, ne pas chercher un sens. Je sais plus qui disait. Je comprends pas pourquoi on cherche un sens aux œuvres d'art alors que nos vies n'ont pas forcément de sens. Donc c'est un peu comme la vie. Je trouve que c'est très. Ça peut être ça et ça aussi. Il y a du sens dans toute œuvre, mais aussi il y a tout ce qui est sentir, voilà.
Alors, avant de passer à Sonia Sarkariouna, je veux parler du silence dans vos films. Par exemple, The Last of Us. Moi, j'ai eu la chance de le voir pendant sa sortie au JCC il y a quelques années, avec votre ami Walid Matar. Et en sortant du film, en parlant tous les deux, il m'a dit, mais il n'y a pas de dialogue. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était silencieux, parce qu'il n'était pas silencieux quelque part. Pas silencieux, il était pas, le film, au contraire, il est trop bruyant, mais il n'y avait pas de dialogue. De dialogue, voilà. voilà. Mais je donne une importance très importante pour la colonne sonore. Et voilà, je trouve voilà, un film, c'est image et son, voilà, et j'essaie de. Alors avec Tlams, on a quelque chose qui Ouais. apparaît d'assez étonnant, qui m'a beaucoup étonné quand j'ai vu ce film, c'est les dialogues les plus importants sont écrits, ils ne sont pas dits. Oui, c'est une sorte de dialogue visuel entre les deux personnages. Ça se passe, c'est de l'écriture qui est plaquée sur des très gros plans sur les yeux. Et on revient à cette technique aussi dans ce film. Et j'ai un peu cherché dans ma mémoire, dans l'histoire du cinéma, et je me souviens pas. Je ne me souviens pas, à part voilà, les livres, les films muets où il y avait voilà, l'insertion du. Ouais. Je me souviens pas que ça a été déjà fait. Bah, je connais pas tous les films, Moi non plus, je connais pas les Chinois, mais il y avait le texte sur l'image, il est très utilisé dans le cinéma, mais peut-être pas comme une sorte de dialogue. Oui. Et là, on a un corbeau et un chien qui dialoguent. une chienne. Une chienne, bien Une sûr, chienne, bien ouais. sûr. C'est On important. reviendra à la féminité, donc je reviens vers Sonia Nazargariouna, qu'on connaît par le théâtre, par sa mise en scène, l'écriture aussi théâtrale, comment vous présentez, voilà. Au cinéma, on vous a pas beaucoup vu. Mais c'est pas dommage, hein, parce que moi, C'est pas grave. c'est pas grave, c'est pas dommage, mais c'est bien, parce que le cinéma est plus éternel, dans le sens où vos pièces pourront être reprises, mais ce sera pas vous, dans 100 ans. Ouais, non, mais le cinéma est beaucoup plus durable. Il ne s'inscrit pas dans l'éphémère. Le théâtre est éphémère par essence. Même si on fait des captations, la captation d'une pièce, ce n'est pas la pièce. Et tu peux pas dire que j'ai vu telle pièce si tu as vu une captation de la pièce. Et ça fait partie du charme du théâtre. Alors, comment il vous a contacté? Comment c'est venu? Vous avez fait un casting, il vous cherchait, il vous a convaincu, je sais pas. Enfin, il faudrait lui poser à lui plutôt Alors, la et question. vous n'êtes pas seule comédienne qui est sortie, que vous avez ramenée à l'Aïdine du théâtre, cette fois. Il y avait Nissaf aussi, mais ouais, une petite. Bah aussi, il y avait les acteurs. Oui. Ben, c'est des personnes que je voulais essayer de travailler avec eux et elles. Et voilà, Sonia, je la connaissais de loin. Si j'ai rien vu d'elle, j'ai pas assisté à mais je suis allé spécialement pour la voir. Et j'étais tombé Amoureux, bien sûr. Bah, Artistiquement, je veux bien dire. sûr, amoureux, ouais, oui. Et voilà. Et ça s'est passé comme ça. Je suis allé vers elle, je lui ai dit, voilà, je me suis présenté, on a discuté. Et après, ça c'est. J'ai pas fait de casting, c'était elle dès le départ, Le médecin. le personnage de Dr. Lyon. Et j'ai pas cherché. Alors, pour vous, c'est un très très beau rôle, docteur Laioni. Laioni, voilà, spécialiste des revenants. Très étrange. Malade. Oui, Oh, mourante. moi, je ne sais pas chercher la maladie. On peut reconnaître une maladie, mais je crois que c'est pas. Et tout d'un coup, elle parle et votre voix résonne comme au théâtre. C'est ça que je trouvais extraordinaire. Alors qu'elle a une maladie, voilà, elle reste. Bon, on va pas tout dire, mais. Ouais, enfin, elle a une voix très particulière qui n'est pas vraiment ma voix. Enfin, j'ai une voix particulière déjà, Déjà, mais Dr. Laioni a une voix encore plus particulière et on a travaillé ensemble là-dessus d'ailleurs parce que Alem a eu la gentillesse de me dire ne stresse pas, on peut régler ça techniquement. Ne stresse pas pour vouloir rendre cette voix bizarre. Tu fais ce que tu peux
Et il y a toujours la technique, on a des ingénieurs, ils peuvent transformer ta voix sans aucun problème. Et donc, et on a fait des essais. Moi, je me suis sentie vraiment à l'aise avec ça, et donc j'ai essayé. Et du coup, elle n'a pas été modifiée après. Non, c'était bien comme on l'a reçu, comme on l'a capté. Alors moi là, je pose une question à vous deux, celui qui veut répondre, ou si les deux vous voulez répondre ensemble. Alors, les 3 longs métrages, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire en tant que femme. Même si maintenant c'est compliqué, mais en tant que femme, j'ai trouvé votre rapport, le rapport de vos films à la maternité, à une sorte de supériorité des femmes. On le sent chez les chiens, chez les animaux, les êtres humains. Et même votre personnage du docteur, il y a cette douceur maternelle qui est là, dans un monde très, 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 je dirais pas violent, mais sec, masculin, je ne sais pas. Donc, allez, comment un homme arrive-t-il si bien, et c'est rare dans le cinéma en général. Moi, je vous avais dit tout à l'heure, je retrouve Lars von Trier, parce que Lars von Trier, c'est un homme qui parle très bien des femmes, en tout cas, selon moi. Et il y a un hommage à cette force de la maternité, qu'elle soit biologique ou pas. Oui, mais c'est parce que je suis entouré par de magnifiques femmes. C'est-à-dire que partant de ma mère jusqu'à mes filles, en passant par mon amour, du coup, voilà, c'est très normal que pour moi, que ça soit l'élément le plus fort dans mes films, même s'il n'est pas très apparent, cet élément-là. Et voilà. Vous êtes vraiment la première qui me fait sortir cette remarque. Moi, j'ai trouvé que c'était c'est plus que visible, votre personnage, là, avec Majd Mastoura. Pour Agora, moi, j'ai été très, très surprise parce qu'il y a eu plutôt la remarque contraire. Pourquoi il n'y a pas assez de personnages, de figures féminines c'est un film très, très masculin. Il y a quoi? Il y a 2 femmes et une chienne. Et moi, j'étais... assez surprise, j'imagine. Ça m'a vraiment très, très surpris. Parce que qu'est-ce qu'on cherche, la qualité ou la quantité? Effectivement, tu peux faire une œuvre où il n'y a que des masculins tout au long. Et puis, à la dernière seconde, il y a juste une figure féminine qui va tout transformer. Et qu'est-ce que tu préfères? On n'est pas là pour chercher la quantité. Une égalité de quantité. Voilà. Il faut 50% de présence féminine pour que... C'est très bizarre. Justement, c'est très bizarre qu'on lise comme ça vos films, ces films, parce que Tlams, les femmes sont supérieures, elles portent la vie, vous êtes dans ça, et c'est très organique, dans Tlams encore plus. Ouais. Il y a le sang, il y a la naissance qui est presque, on la voit presque en live, et dans le dernier, les hommes sont un peu perdus, sont les femmes. Oui, dans Agora, c'est le docteur Lion qui vient à la fin et qui, plus ou moins, elle règle tout. Elle prend la décision de finir avec cette histoire. Et après, c'est comme si elle donnait, bon, je ne peux pas révéler, mais elle donnait sa vie aussi à sauver les autres. Pas vraiment. En ce qui me concerne, le personnage de Dr. Lion n'est pas un personnage positif. C'est pour moi. D'accord. Mais déjà, aucun personnage n'est positif. C'est un processus. Et c'est une histoire. Mais c'est une figure de pouvoir. Mais c'est un pouvoir délégué. Et donc, il y a, déjà, elle subit le pouvoir. Et puis c'est elle qui gère le truc de loin d'abord, laissons-les faire. Et à un moment, ils n'arrivent pas à faire. Et elle est obligée de venir tout régler. Mais tout régler, pas forcément dans un truc... dans le bon sens. Dans le bon et dans le sauver. Elle ne vient pas pour sauver, elle vient pour étouffer.
Oui, pour étouffer une histoire extraordinaire, il y a des gens qui reviennent et en fait, la mort de ces gens qui reviennent, en tout cas les 3 personnages, sans compter les animaux, mais ils reviennent, ils sont morts vivants quelque C'est la part. disparition en fait. Ils sont pas, on ne sait pas s'ils sont morts, mais à un moment ils ont disparu et voilà, ils reviennent dans l'état dans lequel ils ont disparu. Ils Ouais. gardent la violence de leur disparition, Ouais, voilà. ouais. Leur disparition dit quelque chose, que ce soit la noyade. On connaît beaucoup d'histoires de ces bergers qui ont disparu plus ou moins de manière horrible. Dont parle aussi un très beau film qui vient de sortir, Les Enfants Rouges, mais très 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 différemment. Donc il y a quelque chose, vous dites quelque chose avec ces revenants. Ben, je pense que c'est quelque part c'est comme si comment on dit ça, je trouve pas le mot, mais c'est la malédiction qui va suivre qui va nous suivre nous en tant que vivants, que Tunisiens, que voilà que pays, que gouvernement, c'est ces gens qu'on a oubliés. Et on a cru avancer sans eux, quand ils sont partis, on a cru avancer sans régler le passé, quelque part. Et à un moment, ils vont revenir comme. Voilà, ils vont revenir Ils vont revenir nous hanter. Déjà, ils nous hantent. Ou bien ils qu'on nous ne règle pas. C'est typiquement les problèmes de société que l'humain ne règle pas, qu'il camoufle, il étouffe et il essaye d'oublier. Bah, ça ne s'oublie pas. Oui, tu peux faire oublier un truc pendant un certain temps, mais il va revenir te hanter. Tous les problèmes qu'on n'a pas réglés, qu'on n'a pas eu le courage de regarder en face, oui. Régler. Et c'est pour ça que votre personnage arrive pour étouffer, ce qui est une spécialité nationale, j'ai envie de dire. Et j'ai eu une réflexion, alors vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Et je me suis dit, c'est bizarre, dans mon enfance, les films tunisiens, c'était Asfour Stah, que j'adore, hein, je sais pas, que j'ai adoré, Un été à la goulette, bon là je cite le même réalisateur, mais quand même, à part un peu de mysticisme, à l'époque, pas très suivi, pas très populaire, notre génération, je me permets, est différente. On n'a pas vécu le même monde que nos parents, quelque part. Ben, c'est sûr. Après, on est quelque part. Parce que l'art dit quelque chose de l'époque. On est le reflet du milieu dans lequel on vit et on évolue. Hein. Et voilà, ces dernières années, c'est pas très joyeux. Oui, et d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, on met toujours en parallèle la situation sociale, politique surtout, avec ce que disent les artistes. Je pense. Ça devrait être le cas de toute façon. Et en tant qu'artiste, on va dire, en tant que ta place dans la cité, c'est quoi? Et c'est toi qui la décides. En fait, c'est pas la cité, parce que la cité a arrêté depuis très très longtemps de donner une mission à ces artistes. Ce n'est plus le cas. Donc c'est à toi de choisir quelle est ta mission. Et la mission, c'est pas forcément de ce que tu dois défendre. Mais c'est quoi ta place dans la cité? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Et d'ailleurs, choisir d'être témoin de ton époque. Tu peux être le porte-parole d'un mouvement ou d'une idée ou d'une idéologie, si tu veux. Tu peux décider que tu es là pour être le bouffon qui va dire des vérités, mais en faisant rire des vérités et de jongler entre le pouvoir et... tu peux choisir tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas ne pas choisir. Tu ne peux pas juste passer et dire... Je suis artiste. En tant qu'artiste, voilà, on peut pas... Je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux, si tu veux, mais bon. Écoutez, qu'est-ce que... J'ai beaucoup de choses à dire sur Agora, mais
je sais pas, il m'a ramené vers le courage du théâtre parce que le théâtre est protégé par la non, par, par un public toujours le même, initié. Et on se retrouve à l'entrée du théâtre, c'est toujours, on retrouve tout le monde. Hein. Ceux qui vont au théâtre sont toujours les mêmes, et pas forcément des artistes. Hein. Non, mais ça reste confidentiel, le théâtre. Enfin, voilà, c'est une poche. Voilà, on est protégé par l'indifférence, en fait. Et donc, parfois, des choses sont dites au théâtre que personne ne relève parce qu'ils n'ont pas vu la pièce, quoi. Absolument. Et là, on arrive à un cinéma qui joue sur des codes. Ça veut dire que c'est un film très courageux, mais il faut le décoder. Je sais pas, ouais, c'est toi, c'est vous qui... Moi, j'ai envie de parler de la fin, mais je ne vais pas le faire. C'est vrai que c'est extraordinaire. Hein. La fin, elle dit quelque chose. Je voulais aussi saluer l'image. Elle donne espoir. Après 1h30 de dureté, de lâcheté et tout ça, la fin, dans tous mes films, il y a une possibilité d'un autre ailleurs. Et voilà, même cette fin-là, on ne va pas la dévoiler comme... Ben, c'est une fin très, très, très poétique. Hein. Et très obscure. Donc c'est ça. Alors l'image, parlez-nous de l'image qui est 90% de la réussite du film là pour le coup, mais tous vos films. C'est avec mon ami Amin Meshadi. Que nous saluons, un petit génie quand même, un grand. Ouais. Et c'est avec lui que j'ai fait pratiquement tous mes films. C'est notre 4e collaboration. Et voilà, avec Amine, c'est plus que le travail sur l'image. On discute, voilà, dès que je finis la première version du scénario, il est là pour me donner son avis, ses idées. Et ça se passe comme ça avec tout le groupe, avec Melek, Shawki, Monsof. Il y a pas au début, il n'y a pas cette fermeture entre les départements. Mais c'est ça le cinéma, c'est une famille Oui, bien sûr. Et voilà, avec Amine, il fait un travail très... même si avec des conditions assez difficiles par rapport à ce film-là, mais il arrive à faire des merveilles, lui. Bah oui. Ouais. Et d'ailleurs, il a beaucoup de prix à l'international, parce qu'en Tunisie, on aime bien. Hein. Si l'international aime, donc nous aimons, entre guillemets. Il est l'un des meilleurs chefs opérateurs de la région. Voilà, c'est une personne qui sait s'adapter à tes besoins. Tu vois, oui. Il est très généreux dans ce sens-là. Voilà, et après, ça fait plus que 10 ans qu'on travaille ensemble. Il y a beaucoup de trucs qui se passent à des clins d'œil, tu vois, des raccourcis entre nous. On n'a pas besoin trop de discuter sur le tournage. Alors, une dernière question. Je ne vais pas vous torturer plus longtemps. Non, mais ça va, moi. Ça va. D'accord, on peut continuer. C'est pas. Alors, ce village, donc ça se passe dans un village, il est comme isolé. Il s'appelle Agora, mais comme isolé du monde, et on voit, j'ai l'impression, Tunis de l'autre côté de la mer. Alors, où est-ce que ça se situe? Où est-ce que vous avez tourné? J'arrivais pas à retrouver. Essentiellement, 95%, c'est le Grand Tunis. Il y a le côté du lac, du côté de la Golette, lac Zéro. Il y a des lieux de tournage au centre-ville ici, après à la banlieue sud. Mais généralement, c'était ça, les lieux, à part 2 petites verrées, l'une sur le ferry de Qarqna et l'autre à Bizerte. Mais l'idée, c'était de décomposer Tunis, parce que ça, c'est le film avec lequel je retourne à la ville. Les 2 autres films, c'était plutôt les montagnes. Oui. Et voilà, je voulais décomposer la ville. C'était important pour moi de décomposer Tunis et la recomposer comme si c'était une petite ville. Plus qu'un village, une petite ville, on ne sait pas où c'est. Alors, une petite ville très masculine, justement, à part la mère d'un des disparus. Et d'ailleurs, c'est celle qui tient le plus à retrouver le disparu. Quelque part, c'est elle qui enclenche la peur chez ceux qui veulent mettre un petit drap blanc sur cette histoire.
le poste de police extraordinaire avec les toilettes Il y a une fuite d'eau tout le temps. C'est comme si c'était la malédiction de la femme revenante de la mer. C'est que chaque revenant, c'était une extension de son élément de disparition. La femme, c'est avec l'eau, l'ouvrier, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de... Voilà. Et l'égorgé avec le sang qui n'arrête pas de couler. Et il y a autre chose qui m'avait un peu... bon, que j'ai trouvé très réaliste, même si c'est pas... peut-être c'est une métaphore, je sais pas. Les êtres, cette agora, hein, les êtres qui vivent dans ce lieu sont décalés, complètement perdus, très loin par rapport au message des animaux, de la nature. Ils leur disent quelque chose. Ils leur disent quelque chose du danger. Ils leur disent quelque chose de l'humanité. Ce corbeau et ce chien qui sont les personnages principaux, en fait. C'est comme si c'était les conteurs du film. Oui. C'est presque la vision de ces deux animaux, comme si c'était un rêve, toute cette ville, les faits, les personnages, tout ça, ça peut ne pas exister que dans les têtes de la chienne et du corbeau. Oui, vous êtes dans l'âme omniscient avec eux deux, et sinon le reste du film, il observe, hein, il n'est pas du tout... Il rêve de ça, parce que on les voit tout le temps endormis, les deux animaux. Oui. Et voilà, c'est comme si c'était leur imagination par rapport à un groupe d'humains, qui n'arrête pas de faire des bêtises. Et puis une question qui revient dans le film et qui est dans la petite affiche que vous avez offert. Hein. Merci beaucoup aux spectateurs, hein, à tout le monde. Est-ce que tu rêves encore ? Oui, je rêve, hein, bien sûr. Puisque non, mais c'est la question que... Non, mais ouais, le film commence avec cette phrase, est-ce que tu rêves encore ? Et je pense que moi, je rêve encore. J'essaie de... Même si je rêve pas, je force le rêve. Mais bien sûr, puisque je respire, c'est que je rêve. Après, les rêves, il faut que ce soit des rêves réalistes par rapport à moi, pour que la chute ne soit pas très, très dure. Mais moi, je rêve. Alors, et je fais aussi des cauchemars en même temps. Alors là, je me tourne vers la spécialiste de théâtre. Hein. Beckett. Vous avez vu Beckett on appelle son théâtre de l'absurde. Il n'est pas absurde du tout, il faut le lire, il faut savoir le lire. Fin de partie, un peu avec est-ce que tu rêves encore ? Oui et non. Oui et non, mais parce que Beckett, on le retrouve depuis que on l'a retrouvé dans plusieurs œuvres, que ce soit au théâtre, au cinéma, peinture, photo. On ne peut que le retrouver parce qu'il y a un côté humain face à la crise et face au non-sens. C'est pour ça qu'on parle d'absurde, mais et donc comment trouver du sens à ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il est venu notre vie n'a pas de sens. Les deux guerres, en fait, et ce non-sens-là chez les humains. Donc, c'est une pensée, c'est un regard sur la vie. Donc, oui, par la force des choses. Parce que... Il se rapproche de Beckett. Le thème, et parce que... Mais est-ce que c'est une inspiration de Beckett ? Non, pas du tout. Et est-ce que je retrouve Beckett dans cette œuvre ? Non, pas du tout. Je retrouve un fil... qui est naturel, qui n'est même pas voulu. Non, du tout. Il n'y a pas d'inspiration Beckett, il n'y a pas de présence Beckett. Il y a Beckett parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas Beckett. C'est tout. Voilà. Beckett est le représentant de tout ce que nous vivons quelque part. Alors, il y a un autre personnage, je reviens, dans plusieurs de vos œuvres, c'est le minaret. Il est là. Ouais. Et souvent éclairé en vert. Oui. J'aime bien, déjà visuellement, j'aime beaucoup le minaret, surtout les nuits,
Parce que le minaret, c'est le lieu le plus haut dans la place où il est. Et en regardant un minaret d'en bas, moi j'ai l'impression que c'est une soucoupe volante. Et je trouve que visuellement c'est très beau et c'est un lieu de... Dans ce film-là, c'était un lieu de deal. Oui. Et je sais pas comment... je trouve j'aime bien les minarets, je sais pas moi. Et l'appel à la prière, parce que moi je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, j'ai eu une amie étrangère qui est venue en Tunisie et qui m'a dit mais c'est génial l'appel à la prière le matin, quand on marche dans la rue. Et je me suis rendu compte que je ne l'écoutais plus, parce qu'il fait partie tellement de notre quotidien, de notre vie. Et dans votre film, il est là, il est réellement comme pour nous rappeler... qu'il est là, ce minaret, que l'appel à la prière est là. Mais au-delà de l'appel à la prière, j'ai presque trouvé que c'était artistique, que c'était beau, enfin valorisé. Ben oui, c'est valorisé, c'est aussi un... C'est parce que aussi cette histoire-là, il est regardé quelque part d'en haut. Et pour moi, elle est regardée par, par quelque part Dieu, qui est représenté par ce minaret-là et cet appel à la prière. Et moi... J'aime beaucoup quand il y a plusieurs appels en même temps, mais qui sont un peu décalés. Oui, mais c'est ça qu'on a, quand il y a un peu de vent, des fois. Ça fait une sorte de cacophonie très belle. Oui, et d'ailleurs, on a plus tendance à l'entendre à l'aube. Oui, c'est là parce où... que c'est calme, il n'y a pas encore les humains qui sont encore endormis. Voilà, c'est eux qui parasitent cet appel. Et les humains qui vont prier le matin, ils sont très silencieux, on les voit parfois, comme des ombres. Partant vers cet imaginaire divin. Un dernier mot? Non. Quoi? Un dernier mot? Je remercie encore toute l'équipe qui a bossé sur ce film-là. Artistique, technique, mais bon, technique c'est plus créatif, c'est les gens créatifs. Et voilà, et quoi d'autre? Et j'espère qu'on va rêver encore, et on a le droit à rêver, et voilà. Et c'est un devoir de rêver, c'est une forme de, je sais pas moi, une résistance ces jours-ci pour rêver et continuer cette lutte rêveuse. Voilà. Et pour moi, je sais pas, allez voir ce film, et allez le voir avec vos yeux, vos oreilles et votre cœur. N'emportez pas de cerveau sur overthinking, s'il vous plaît. Parce moi, je suis un peu comme ça, parce mais qu'il pas ne quand je vous regarde. sert Après. à rien. Tout est compréhensible, vous allez tout comprendre si vous ouvrez les sensations. Et voilà. Il y a une autre compréhension qui est nécessaire à ce film-là, qui n'est pas cérébrale du tout. L'histoire est très simple et elle est très, très accessible. Il suffit juste de ne pas essayer de comprendre. N'essayez pas de comprendre, vous allez comprendre. Intuitivement. Oui. Et ça, on le retrouve. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très contente de vous recevoir. J'espère vous recevoir très bientôt pour notre film, parce que vous travaillez quand même rapidement. Vous avez commencé le prochain ou pas? Pas encore. Ouais, j'essaie de ne pas trop prendre le temps de pause. Mais ouais. J'ai déjà commencé, mais je suis au début, au balbutiement. Ouais. Allez, Dinslim, merci beaucoup. Merci. Sonia Zargayouna. Merci beaucoup. J'espère vous voir bientôt sur les planches. Je l'espère aussi. Ça serait bien que vous nous écriviez un beau texte, voilà, comme on a l'habitude. Et puis, pour nos auditeurs et auditrices, tentez le coup. Et vous allez de voir Agora, et vous allez certainement vous tourner vers Tlam, ce que j'ai adoré aussi. Qui sera projeté la semaine prochaine. Tlam, il sera projeté à Al-Hamra à 18h le 1er mai. Ah, magnifique. Je l'annonce avant qu'ils annoncent. Mais... le 1er mai, il y aura aussi Tlams, et voilà, un réalisateur à découvrir, Din Slim. Voilà, merci beaucoup. Merci.